Voilà, c'est fait. Alors, je disais, les 6 erreurs, va chaque fois mettre un message d'erreur au lieu de présenter les mots erreur dans les calculs que vous faites. Alors, laisse-moi vous montrer un exemple. Supposons que nous voulons faire une division. On va dire égal. Nous voulons dire la valeur d'ici est égale à cette valeur que nous allons diviser par 0. Alors, vous voyez l'erreur qu'on nous donne. On nous écrit div 0. Ce qui veut dire que on ne peut pas diviser un nombre par 0. Mais on se dit, ça, ce n'est pas professionnel. S'il y a un message d'erreur, nous voulons qu'on nous affiche un message clair qui nous dit, voici, vous avez voulu diviser par 0. Alors, comment y aller? Nous allons utiliser la fonction if erreur. En français, c'est la fonction si erreur. Nous disons si erreur entre A1 divisé par B1, alors vous allez écrire erreur de calcul. Ce qui fait qu'ici, nous avons dit if erreur A7 divisé par D7, alors on va mettre le message calculation error, soit je peux modifier et je vais dire impossible de diviser par 0. Alors, je vais dupliquer la formule. Voici, on m'écrit là-bas, impossible de diviser par 0. OK? Voilà. Donc, ça, c'est important. Oui, Rachel? Excusez, moi, je ne suis pas en train de voir là où vous êtes en train de trouver les fonctions, parce que pour la première partie, moi, je n'ai pas participé parce que le fichier n'a pas ouvert. Où est-ce que vous êtes en train d'enlever ces fonctions? OK. Regardez les bas de votre feuille. Nous avons des onglets. Ah oui. Le premier onglet, c'est configuration. Ah oui. Le second, c'est formule de base. Oui. Et nous sommes dans le troisième onglet, c'est fonction avancée. Ah oui, c'est là que je suis aussi. Aha. Alors, dans les fonctions avancées, nous sommes là-bas dans la partie B. Et la colonne B. Ah, donc, nous sommes donc à aller dans la ligne. Vous êtes dans la ligne 7. Oui. Ligne 7, n'est-ce pas? Et Oui. dans la ligne Oui. 7, vous défilez. Nous sommes ici dans la colonne F. Nous sommes en train de gérer les 6 erreurs. Ah. Alors, non, j'étais en train de penser que vous êtes en train de trouver ça dans la barre d'outils. Non, 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 non. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de... Les fonctions que nous utilisons sont ici dans Word. Vous voyez, par exemple, la fonction ici, les 6 erreurs. Donc, vous pouvez la copier, vous l'amenez, vous la collez, par exemple, ici. Vous la collez là-bas. Maintenant, après avoir collé cette fonction, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, vous adaptez les noms des colonnes. Mais déjà, les fonctions que nous avons déjà dans les fichiers ici sont déjà adaptées. Par exemple, si vous cliquez ici dans la barre de fonctions, on va vous dire que nous avons fait if erreur A7 divisé par B7. Le message, c'est impossible de diviser par 0. Donc, si je comprends bien, on prend les fonctions, on les copie dans Word pour les coller ici. Non. Les
les fonctions pour que nous allions vite, normalement, on n'aurait pas de fichier Excel. Les fonctions que nous avons dans Word, ce sont, on vous dit par exemple, pour faire ceci, voici la fonction qui fait cela. Pour faire ceci, voici la fonction qui peut vous aider à faire cela. OK? Alors, pour que nous allions vite, c'est pourquoi nous avons directement créé un fichier Excel où nous avons directement mis les fonctions à question. Mais lorsque vous allez créer votre projet, vous n'aurez pas besoin du fichier Word. OK. Vous n'aurez pas besoin du fichier Word. D'accord. Oui. OK? Donc, on vient de parler de la fonction si erreur. La fonction suivante, c'est une fonction très intéressante. Nous l'appelons la fonction recherche verticale. C'est la fonction pour la recherche verticale. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Voici les produits. Nous avons les riz, nous avons aussi l'huile. Et nous avons aussi leur prix. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons chercher les prix de l'huile. Dans les tableaux là-bas que vous avez, nous voulons rechercher les prix de l'huile. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une recherche verticale. La recherche verticale. Voilà. Laisse-moi agrandir. Voilà. La recherche verticale possède 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est l'élément que vous recherchez. Nous recherchons l'huile. C'est le premier élément. Et dans cet élément, l'huile-là que nous recherchons, on le recherche dans quelle partie? C'est dans quelle plage? Où se trouvent les données dans lesquelles nous recherchons l'huile? Les données se trouvent dans la plage AD à B3. Alors, lorsque nous allons trouver l'huile, la valeur que nous recherchons se trouve dans la 40e colonne. Si nous venons ici, ça c'est la première colonne et ça c'est la deuxième colonne. Donc, la valeur que nous recherchons est dans la deuxième colonne du tableau qui contient nos données. Alors, la valeur, vous voulez une valeur exacte ou une valeur approximative? Nous voulons une valeur exacte. C'est pourquoi nous mettons là-bas faux. Alors, en anglais, la fonction à question, laisse-moi vous l'afficher. La fonction recherche V, en anglais, on l'appelle VLOOKUP. Laisse-moi l'amener là-bas. La fonction s'appelle VLOOKUP et en français, elle s'appelle recherche verticale. OK? Alors, VLOOKUP, nous recherchons quoi? Nous recherchons l'huile, n'est-ce pas? Dans quelle partie? Dans la partie ici. Nous recherchons l'huile dans les tableaux là sélectionnés. Et les résultats que nous recherchons, le prix est dans la deuxième colonne. Et ça fait que lorsque nous mettons là-bas cette fonction, elle nous retourne combien? Les 40. Elle nous dit les prix de l'huile est de 40. Essayons de changer un peu la... Supposons qu'à la place de l'huile, que je mette les riz. Je confirme, on me dit que le prix du riz est de combien? Il est de 25 $. Ne vous en faites pas, ces formules peuvent sembler être des petites formules parce que nous n'avons qu'un tableau de 2 valeurs. Mais dans la réalité,
vous allez avoir un tableau qui contient 5000 éléments. Et vous voulez rechercher les prix d'un élément spécifique. Et c'est là où vous allez comprendre la puissance de ces fonctions que nous sommes en train d'apprendre. Voilà. Alors, le problème avec la fonction recherche V, ou encore la recherche VLOOKUP, c'est une recherche qui est orientée. On ne peut chercher qu'à droite du mot clé. Par exemple, vous voyez, nous avons l'huile et on ne peut chercher qu'à droite de la colonne produit. Pour résoudre ce problème, c'est comme ça qu'on a créé une autre fonction plus performante que l'on appelle la recherche X. La première, c'est la recherche V. La seconde, c'est la recherche X. La recherche X, quant à elle, elle peut chercher n'importe où dans les tableaux, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. On peut utiliser la recherche X. Et en anglais, c'est la fonction XLOOKUP. C'est la fonction XLOOKUP. OK. Alors, laisse-moi vous faire un petit exercice. Comme ça, essayez d'utiliser la fonction VLOOKUP. Qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez ici 4 autres articles et essayez d'utiliser la fonction VLOOKUP. On peut faire ça dans 2 minutes? OK, allons-y. Est-ce que quelqu'un a été capable de trouver les prix de la carotte? Les prix de la carotte avec la recherche V. OK. Les éléments qui vont changer ici, c'est juste, nous allons ajouter la plage de recherche. Et dans les critères de recherche, nous allons juste mettre carotte. Et lorsque nous allons valider, voilà, nous trouvons que le prix de la carotte est de 56. Voilà, nous allons voir une autre fonction importante. C'est la fonction index et give. Donc, on combine deux fonctions. La première, c'est la fonction index
Et la seconde, c'est la fonction équivalent. Et cette fonction, elle est une fonction très utilisée dans la recherche de valeurs. Et d'ailleurs, elle est rapide, elle est flexible et elle peut fonctionner sur les grands fichiers. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous recherchons d'abord l'index équivalent à la valeur que nous cherchons. Alors, revenons ici. Revenons ici sur notre fichier. Nous voulons chercher les prix de l'huile. Nous voulons chercher les 40 là. Les 40, c'est le prix de l'huile. Donc, comment on va chercher les 40? On va d'abord dire où se trouve l'huile. Et on va d'abord chercher l'huile dans cette première colonne. OK? Après avoir trouvé l'huile dans la première colonne, on va trouver la valeur équivalente à l'huile dans la deuxième colonne. C'est comme par exemple, vous pouvez entrer dans une boutique de souliers. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, choisissez d'abord une chaussure. Quand vous avez trouvé la chaussure, il faut maintenant aller trouver la chaussure équivalente à la chaussure que vous aviez déjà trouvée. Par exemple, vous avez trouvé les pieds gauches. Maintenant, vous allez chercher les pieds droits équivalents au pied gauche que vous aviez déjà. C'est la même chose ici. Nous cherchons d'abord dans les produits, nous cherchons l'huile. Après avoir trouvé l'huile, nous cherchons maintenant sa valeur équivalente dans quoi? Dans produit. Et c'est comme ça que cette formule, nous disons index, ici c'est maintenant en anglais. En d'autres termes, nous disons index de B2 à B5. Donc, nous cherchons d'abord quoi? Dans les produits, nous cherchons ici. Après avoir trouvé, nous allons trouver sa valeur correspondante dans la colonne des prix. Ça, c'est une fonction importante que nous allons beaucoup utiliser. Voilà. La fonction suivante, c'est la fonction filtre. La fonction filtre, elle aussi, elle est utilisée seulement à partir de Excel 2021. Je suis en train de voir comment nous pouvons trouver Excel 2021. Je me dis la plupart d'entre nous, nous avons encore les aciers Excel. Si quelqu'un a un lien, le premier qui va trouver Excel 2021, il faudra qu'il nous le partage aussi. Parce que j'ai constaté que plusieurs fonctionnalités de 2021 ne se retrouvent pas dans les versions antérieures. Alors, la fonction filtre, qu'est-ce qu'elle fait? Voyez les tableaux ici que nous avons. Si vous appliquez filtre sur ces tableaux et vous choisissez Kinshasa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous lister seulement les ventes de la ville de Kinshasa. Une fonction très importante. Très, très importante. La fonction suivante, à part les filtres, ce sont les fonctions maintenant qui concernent les textes. Les fonctions texte nous aident à la manipulation des textes. J'ai donné ici un exemple. Voici, nous avons les noms de Messieurs Kasereka, Jacob, et on a fini par CT. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Supposons que nous voulons extraire les mots messieurs avec point. Pour y arriver, nous allons utiliser la fonction gauche. Et la fonction gauche va prendre le texte et on va dire le nombre de caractères que nous voulons prendre à la gauche.
Alors, ici, si nous venons là-bas, voici la formule que nous avons utilisée. La fonction gauche, en anglais, c'est left. Nous avons dit, nous voulons prendre les left de la cellule A40 et nous allons prendre 3 caractères. Et c'est comme ça que nous avons eu quoi? Messieurs. Si nous voulons prendre CT, c'est la même chose. Qu'est-ce que nous disons? Nous prenons à partir de la droite et cette fois-ci, nous allons prendre 2 caractères. OK? Maintenant, comment faire si nous voulons maintenant prendre au milieu? Nous voulons prendre les valeurs du milieu. Pour prendre les valeurs du milieu, on va utiliser la fonction stx qui va prendre les textes et qui va prendre la valeur des débits, l'index des débits et l'index des fins. Là, il va extraire les valeurs qui se trouvent au milieu. C'est comme ça ici, la fonction stxt, en anglais, c'est la fonction MID. Nous prenons MID de la cellule A40, on va partir de 4 à 19. Et lorsque nous confirmons, nous avons Kasereka Jean-Paul. Et maintenant, on peut vous dire, remettez encore tout ensemble. Pour tout remettre ensemble, on va utiliser une autre fonction qu'on appelle la fonction concat. La fonction concat va prendre plusieurs textes et il va les rajouter ensemble. C'est comme ça que là-bas, en appelant la fonction concat, elle va prendre les valeurs se trouvant dans C40, D40 et E40. Et après, nous allons encore avoir Messier, CT, Kasereka, Jean-Paul. Une autre fonction, malheureusement, qui n'est pas aussi dans les versions antérieures d'Excel, c'est la fonction joindre.texte. Elle va fusionner plusieurs valeurs en y ajoutant des séparateurs. Malheureusement, elle n'est pas aussi disponible dans les fonctions antérieures à Excel 2021. Voilà. Est-ce que nous sommes ensemble? Je peux faire signe de vie? Voilà. Voilà. Merci, merci. Oui, c'est encore un peu bizarre parce qu'on est en train de donner des fonctions. Mais le moment arrivé, lorsque nous allons prendre des cas concrets, alors vous allez maintenant comprendre pourquoi il a fallu qu'on commence par des fonctions, plusieurs fonctions, mais dans la pratique, nous allons voir leur applicabilité. Oui, Marino. Oui, Marino, vous avez la parole. OK. Apparemment, c'était par erreur. Les fonctions en rapport avec les dates. Voilà, il va arriver qu'on vous demande de faire des fonctions et des fonctions qui vont demander que vous utilisiez des dates. La première fonction, c'est la fonction Marino. Oui, je m'excuse, j'avais un petit souci avec mon micro. Bon, je voulais demander ceci. Oui. En fait, je suis un peu novice dans Excel. Alors, j'aimerais savoir si les fonctions là qu'on est en train d'utiliser sont paramétrées dans les logiciels ou sont créées comment? OK. Bonne question. Alors, voici les principes Marino. Oui, je réponds à votre question. Une fonction en Excel, la fonction va nous aider à exécuter une tâche donnée.
Donc, vous voulez faire quelque chose, vous allez recourir à une fonction. Les fonctions, c'est un ensemble de formules, un ensemble de procédés qui sont mis dans un seul concept que vous allez utiliser sans savoir la magie, sans avoir besoin de connaître ce qui est en train de se faire là derrière. Alors, les fonctions, vous allez les choisir selon la tâche spécifique que vous voulez faire. Par exemple, si vous êtes dans un atelier de couture, vous allez savoir, lorsque j'aimerais faire ceci, je vais utiliser l'aiguille. Lorsque j'aimerais faire ceci, je vais utiliser tel outil. Alors, considérez les fonctions comme des outils Excel, comme des outils qui nous aident à exécuter des tâches. Alors, vous allez choisir une fonction sur base de la tâche que vous voulez exécuter. Alors, prenons un exemple, Marino. Supposons que dans Excel, j'aimerais connaître la date. Voilà, nous sommes ici. J'aimerais connaître la date. Je vais me poser la question, je vais dire, est-ce qu'il existe en Excel une fonction qui peut me donner la date d'aujourd'hui? Et la réponse, c'est oui. Et cette fonction en Excel, c'est la fonction aujourd'hui. Et en anglais, on l'appelle la fonction now. Donc, vous allez seulement dire égal now. Et lorsque vous allez taper entrée, il va directement vous mettre la date du jour. Là, vous allez dire que vous avez utilisé une fonction. Vous aviez besoin de la date et vous avez utilisé un outil. Vous avez utilisé une fonction qui vous aide à trouver la date. Je ne vais pas vous demander de retenir les fonctions. Non. Lorsque vous aurez besoin d'une fonction, vous irez sur ChatGPT, vous allez poser la question et on va vous donner les noms de cette fonction. Alors, comme nous sommes en train de parler de fonctions date, voici quelques fonctions date importantes. La première fonction, c'est la fonction aujourd'hui ou encore la fonction now. C'est la fonction qui nous aide à trouver la date du jour. OK? Alors, le deuxième élément, comment allons-nous faire les différences des dates en Excel? Par exemple, nous avons un individu qui a sa date de naissance est là-bas. Supposons qu'il est né le 5 mai à 2000. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai à 2026. Et nous voulons nous poser la question, cet individu à quel âge? Nous pouvons faire une différence entre les dates. Apprenant juste la date du jour, nous soustrayons à sa date de naissance. Existe-t-il une fonction qui peut nous aider à faire cela? La réponse c'est oui. Et la fonction qu'on va utiliser, c'est la fonction date_diff. La fonction date_diff, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre la différence entre deux dates. Et voilà, elle est là-bas. La fonction date_diff, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre la différence entre deux dates. Elle va prendre la date d'aujourd'hui et la date de naissance de l'individu. Et si nous revenons ici dans notre exemple, on nous dit que cet individu aujourd'hui aurait 26 ans. L'individu a 26 ans. Ça, c'est la deuxième fonction. La première fonction, nous avons dit, c'est la fonction qui nous donne la date du jour. La deuxième fonction, c'est la fonction qui nous calcule la différence entre les deux dates. La troisième fonction, c'est la fonction
qui nous dit la fin du mois, qui nous donne la date de fin du mois. Ne vous en faites pas. Parfois, on ne sait pas si le mois a 30 jours, on ne sait pas s'il a 31 jours, on ne sait pas s'il a 21 jours ou 28 jours. Alors, il y a une fonction spécifique qui nous aide à calculer la fin du mois. Et c'est la fonction fin.mois. Alors, revenons ici dans notre fichier Excel. Et en anglais, c'est EO month. Month, c'est le mois. Le E signifie end. Le O, c'est end of month. Alors, vous allez dire end of month de la cellule C43. Le C43, c'est la date du jour. Il est là-bas. Notre C43 est là-bas. Et lorsque nous confirmons, il va nous dire que la fin du mois sera le 31. Ce mois a 31 jours. End of month. EO month. Si vous êtes en français, ça veut dire fin, point, mois. Alors, regardez ici attentivement. Ici, nous avons dit end of month. C'est 43,0. Les virgules 0 là signifie que nous voulons voir la fin du mois de la date que nous avons saisie. Donc, là-bas, nous avons mis le 17 mai 2026. Et si nous disons end of month, c'est 43,0, nous voulons voir la fin du mois pour les mois de mai là que nous avons entré. Alors, les zéros là, si vous les changez à 1, les zéros là, si vous les changez à 1, ça veut dire que vous voulez faire quoi? Vous voulez voir la fin du mois pour les mois prochains. Voilà. Laissez-moi y aller. Laissez-moi défiler vers là. C'est ici. Nous disons fin du mois prochain. Vous voyez ce que nous avons fait? Nous avons dit end of month, c'est 43,1. Ça signifie fin du mois prochain. Et on nous dit la fin du mois prochain sera le 30 juin. Donc, le juin a 30 jours. Mais maintenant, qu'est-ce qui arriverait si nous voulons voir les mois précédents? C'était quelle date de fin du mois pour avril? Nous allons venir ici simplement et vous allez voir dans les critères, nous avons dit end of month, c'est 43,-1. Là, nous voulons voir la fin du mois précédent à la date que nous avons entrée. Voilà. Ça, c'est une fonction très, très importante. L'autre fonction importante, c'est le nombre de jours ouvrés. Le nombre de jours ouvrés. Et le nombre de jours ouvrés dans un mois, ce sont le nombre de jours moins les week-ends. Nous soustrayons les week-ends. Et la fonction, elle va prendre NB jours ouvrés et elle va prendre les mois, elle va aussi prendre les jours à soustraire. Nous sommes ici. OK? Nous disons, nous allons prendre un intervalle. Nous allons nous dire, entre le 30 avril 2026 et le 31 mai 2026, il y a combien de jours moins les week-ends? Lorsque nous tapons sur Entrée, on va nous dire que nous avons 22 jours ouvrés. Nous avons 22 jours du lundi au vendredi. Voilà, là, ça commence à être intéressant. Donc, nous voulons savoir les mois de mai
aura combien de jours ouvrables? Et nous trouvons que c'est 22 jours. Maintenant, vous allez me poser la question, vous allez dire, qu'est-ce qui arrivera, par exemple, si nous avons des congés? Nous disons, par exemple, c'est 22 jours, mais on se dit, par exemple, le 15 mai sera férié, le 18 mai sera férié. Comment allons-nous extraire, comment allons-nous extraire les jours de congé? C'est facile. Pour extraire les jours de congé, nous devons déterminer, nous devons d'abord donner les dates qui ne sont pas ouvrables. On va par exemple se dire tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, c'est congé. Alors automatiquement, lorsqu'il va calculer, il va directement savoir que je vais aussi soustraire ce jour de congé. Pour y arriver, nous revenons dans notre feuille configuration et voici ce que j'ai fait. J'ai mis là-bas les congés du mois de mai. Bon, la fiche, je l'ai déjà protégée, mais là-bas, ce n'est pas congé du mois de juin, c'est congé du mois de mai. Et je vais dire le 30 mai. Je vais dire le 30 mai, c'est congé, n'est-ce pas? Le 30 mai, c'est congé. Et aussi, le 12 mai, c'est aussi congé. Donc, je vais calculer les jours ouvrés et je vais aussi soustraire les 2 jours-là de congé. Alors, comment on va faire? Nous revenons là-bas. Nous allons prendre les nombres de jours entre le 30 avril et le 31 mai. Si vous voyez, le G43 et le E43 font référence à la date ici et à la date là. Mais nous mettons maintenant une virgule. Nous mettons une virgule et nous allons faire référence à A8, A9 de quelle feuille? De la feuille configuration. Si vous revenez là-bas dans la configuration, vous cherchez A8, A9. Nous sommes là-bas, A8, A9. Si on avait par exemple 10 jours, on aurait là-bas une liste de 10 jours. Et au niveau d'ici, lorsque nous allons confirmer, il va nous donner combien? 21. Donc, au lieu de 22, si nous avons 2 journées fériées, alors, lorsque nous soustrayons les 2 journées fériées, nous allons rester avec 21 jours ouvrés. Je sais que vous êtes en train de vous poser la question de savoir si nous avons là-bas 22 jours, pourquoi là-bas nous avons 21 au lieu de 20? Cela signifie que parmi les 2 dates ici que nous avons, les 30 mai et le 12 mai, une de ces dates serait un samedi ou un dimanche. Voilà, nous avons les 12. Nous avons les 12 et les 30. Voilà. Nous avons ici les 30. Vous voyez ici les 30. Les 30 ici, c'est un samedi. C'est pourquoi, lorsqu'on a fait 22, les 30 étaient déjà exclus. Alors, lorsqu'il tombe encore comme un congé, il ne sera pas soustrait 2 fois. C'est pourquoi les résultats ici nous donnent combien? Ils nous donnent 22 moins 1 au lieu de 22 moins 2. Un exemple. Mettons ici au lieu du 30. Bon, laisse-moi enlever la protection. C'était 1, 2, 3, 4. Voilà. Supposons qu'ici, je dise que c'est maintenant le 28. Alors, si je reviens là-bas, vous comprenez maintenant, là-bas, ça devient 20. Ce n'est plus 21. Pourquoi? Parce que les congés là qui étaient le samedi,
au lieu de les repousser dans la journée précédente. Je pense que vous avez bien compris cette notion de date. Il y a aussi d'autres fonctions en rapport avec les dates, mais nous pouvons d'abord prendre celle-là. OK? Voilà. L'élément suivant. L'élément suivant, ce sont les fonctions somme-si. Somme-si. Alors, voici un exemple. Voici un exemple. Un peu. OK? Voici un exemple. Nous avons les ventes dans les villes de Goma et de Bukavu. Nous avons des ventes à Goma et nous avons des ventes à Bukavu. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire? La première chose que nous voulons faire, nous voulons seulement calculer les totales des ventes pour la ville de Goma. Voilà. Donc, nous voulons calculer les totales seulement pour la ville de Goma. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? L'ancienne formule que nous avions, on pouvait seulement dire là-bas quoi? Somme, et on aurait simplement fait ceci. Vous direz, bon, la somme, nous l'avons trouvée, la somme est de 360. Mais attention, on nous demande seulement la somme pour les ventes de la ville de Goma. C'est là on aura besoin d'utiliser somme-si. Et comment travaille somme-si? Nous allons dire la somme-si, la ville qui est représentée par A2 et A4 est comment? Et Goma. Alors, vous allez calculer le total. Revenons ici. En anglais, on va dire, c'est la fonction somme. Laisse-moi agrandir ici pour que vous puissiez bien voir. En anglais, qu'est-ce qu'on dit? On va dire sum if. Donc, la somme ici. A47 à A50. Ici, A47 jusqu'à A50 est égal à quoi? Est égal à Goma. Si oui, alors faites le total de la colonne 47 à 50. Et lorsque vous confirmez, vous allez trouver qu'on vous donne combien? 310 au lieu de 360 parce qu'on a enlevé quoi? Bukavu. Supposons qu'on dise non, le 10 ici n'est pas de Goma. On vient de corriger le 10 là et quitter à Niziro. Automatiquement, lorsque vous mettez là-bas 0, le total redevient combien? 300. Ça, c'est la fonction somme-si. Nous voulons calculer la somme. Si ces éléments-ci, les éléments remplissent un certain critère. Oh, l'écran n'est plus partagé. Non, il est toujours là, on le voit. Ah, l'écran est toujours là. Oui. Toujours. Rachel, reconnectez-vous. C'est que le problème est chez vous, Rachel. OK? Une autre fonction importante, c'est la fonction
somme ci ensemble. La somme ci ensemble. Alors, revenons ici. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons, cette fois-ci, calculer les ventes de gomme pour les mois de janvier. Donc, nous avons deux conditions. Avant, il suffisait qu'on soit des gommes et on va prendre le total. Maintenant, nous voulons dire il faudrait qu'on soit des gommes et aussi il faudrait que ce soit les mois de janvier. Nous venons ici. Nous allons dire la question c'est somme if. Hein? Les valeurs que nous avons, laisse-moi agrandir, nous avons deux conditions. La première condition, donc nous allons faire la somme de B47 à B50. La première condition, il faudrait que la ville soit Goma. Et la deuxième condition, il faudrait que ça soit les ventes de janvier. Lorsque nous confirmons, nous allons seulement trouver 100. Et si nous revenons ici, on va trouver que nous avons deux ventes de Goma. Et parmi ces deux ventes, une seule vente est de janvier. Et on va seulement récupérer les 100 au lieu du 200. Et une autre fonction importante, c'est la fonction NBC. La fonction NBC, elle nous aide à compter. Par exemple, on vous demande Goma intervient combien de fois dans les ventes? Là, vous allez utiliser la fonction NBC. Et qu'est-ce qu'elle va prendre? On va dire, nous voulons voir combien de fois Goma est repris. On va utiliser la fonction quand if en français, c'est la fonction NB.si. Et il y a maintenant aussi une autre fonction, bien sûr, c'est la fonction de la moyenne où on vous demande, par exemple, de calculer la moyenne pour Goma seulement. Voilà, voilà donc les quelques fonctions un peu avancées que nous avons prévues pour vous. Nous venons de voir les fonctions de base, nous venons de voir les fonctions avancées. Alors, avant d'aborder la partie sur les tableaux croisés dynamiques et les autres types de tableaux, les tableaux de bord, je voulais qu'on prenne d'abord un exercice parmi les fichiers là que je vous ai remis. Nous allons choisir patientez, je vais y aller. Voilà. Nous avons plusieurs fichiers. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Vous allez vous rendre compte en Excel, les gens ont déjà beaucoup travaillé. Ils ont déjà créé des modèles. Et les modèles qu'ils ont déjà créés, lorsque vous voulez faire une tâche donnée, avant de commencer votre projet à zéro, rassurez-vous d'abord qu'il n'y a pas un modèle qui fait quelque chose pareil à ce que vous voulez faire. Voici par exemple quelques modèles. Nous avons par exemple ici, ce sont des modèles de ressources humaines, les modèles de budget, les modèles de diagrammes de Gantt, les modèles de ceci, de cela. Alors, avant de commencer quelque chose, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas déjà un modèle qui fait quelque chose de pareil? Alors, j'ai choisi quelques modèles
comme illustration qui vont nous aider à pratiquer les quelques exercices les quelques fonctions que nous venions de faire. Voici le premier modèle. C'est le modèle petit cache log. Vous pouvez l'ouvrir. Le modèle petit cache log. Que va faire ce modèle? Ce modèle utilise des formules simples, des formules de calcul simples, mais un modèle qui peut vous être très utile. Par exemple, parmi nous, si nous avons quelqu'un qui gère une caisse, soit quelqu'un qui veut gérer ses dépenses, alors voici un petit modèle qui peut vous aider à faire cela. Ce qui va nous intéresser, nous, ce sont les formules. Quelles sont les formules qui ont été utilisées pour produire ces résultats? Alors, première chose, lorsque vous avez ce modèle, vous le configurez rapidement. Petite configuration. Voilà, on va par exemple dire, nous sommes à Butembo. Ça, nous allons du 1er 2026 et nous irons jusqu'à décembre 31 2026. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Nous avons deux colonnes. Nous avons deux colonnes. Nous avons la première colonne qui va chaque fois enregistrer les entrées. Et la deuxième colonne qui va chaque fois enregistrer les sorties des fonds. Donc, c'est un template qui nous aide à gérer une caisse. Alors, le premier élément, lorsque nous gérons une caisse, nous voulons d'abord savoir est-ce qu'il y avait un solde? Et nous disons oui. Il y avait un solde. On a commencé avec un solde de $100. Alors, telle date, par exemple, on a fait achat unité. Les achats unités, c'est une sortie, c'est un cash out. Par exemple, on a acheté pour $5. Alors, tous ces éléments sont modifiables. Vous pouvez dire là-bas, ce sont les sorties. Là-bas, vous pouvez dire, ce sont les entrées. Là-bas, vous pouvez mettre approuvé par, là, c'est motif de la transaction. Donc, tous ces éléments dans les templates ici que nous allons vous donner, ce sont des éléments qui sont modifiables. Alors, supposons qu'il y a un paiement de quelqu'un qui nous devait l'argent, qui nous a amené $56. Et notre motif, c'est par exemple le transport du PDG. Il a consommé $13. Et vous voyez, nous sommes en train d'avoir quoi? Notre solde. OK? Alors, la chose, comme je vous disais, la chose, moi, qui m'intéresse personnellement, ce sont les formules qui ont été utilisées. Prenons un exemple. Mettons ici A13. On nous dit erreur. Pourquoi? Parce que A n'est pas un nombre. Mais alors, venons ici. Venons ici. Je vais cliquer là-bas. OK. Est-ce que... laisse-moi voir si... Bon, je ne sais pas agrandir les cellules, mais nous pouvons... C'est pas grave. Nous pouvons voir ça à partir d'ici. Je peux peut-être vous envoyer ça dans le chat. Alors, analysons cette formule. Voilà. Analysons cette formule. Est-ce que nous la comprenons? Quelles sont les fonctions que nous connaissons qui ont été utilisées?
et qu'est-ce qui a réellement été fait. Je vois le tout premier élément. Est-ce que vous pouvez voir les if ici? Les premiers if ici, c'est les si, c'est la condition. Les tests logiques, on veut savoir est-ce que la date a été mentionnée? C'est if is blank. Donc, si c'est vide, si la colonne A est vide, alors vous ne faites rien. Ça signifie que on suppose que avant qu'on ne fasse toute transaction, on doit d'abord se rassurer que la date, voilà, laisse-moi agrandir. On veut d'abord se rassurer que la date a bel et bien été mentionnée. En d'autres termes, si nous effaçons cette date, automatiquement, elle efface quoi? Elle efface les soldes. Pourquoi? Parce que dans la formule, on nous dit, avant de calculer la balance, avant de calculer les soldes, il faudrait d'abord se rassurer que l'on a fait quoi? Que l'on a d'abord ajouté une date. C'est ce que signifie les if is blank. Quand c'est vide, on met combien? On met vide. Et qu'est-ce qui est en train d'être fait comme calcul? Supposons que je mette là-bas une date. Revenons ici. Lorsque nous cliquons là-bas, qu'est-ce que vous constatez? Il est en train de prendre quoi? Il est en train de prendre H 10 moins G 10. Donc, H 10 moins G 10. Après, il prend quoi? Il prend encore quoi? Il prend la valeur qui est venue de I. Parce que vous allez constater que les 138 ici va correspondre au 151 moins 13 plus la valeur qui est ici, qui est 0, qui va donner 138. Supposons qu'on mette là-bas 13. Qu'est-ce que vous constatez? Les 13 ici s'annulent avec l'autre 13 là et il vous amène là-bas combien? 51. Voilà. Est-ce que pour ce premier template, nous l'avons bien compris? Et ne vous en faites pas. Si vous ne comprenez pas une formule, vous la prenez parce que l'objectif, j'aimerais que vous soyez capable de modifier les templates que nous allons vous donner pour qu'ils soient nécessaires dans vos entreprises. Donc, avant de les modifier, vous devez d'abord comprendre comment ces templates ont été créés. Alors, supposons que je ne comprends pas un élément là-bas. Je vais copier. Je vais venir avec ça. Je viens à ChatGPT et je vais dire explique-moi cette formule. Voilà. Le connaisseur ChatGPT va nous expliquer la formule. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette formule sert à calculer un solde cumulatif tout en évitant les erreurs et les lignes vides. Les lignes vides, c'est is blank. Les erreurs, c'est if erreur. Et on va décomposer, on va vous expliquer. Si valeur est vide, on va vous expliquer.
ainsi de suite. La partie principale, offset, signifie quoi? Donc, à partir de I10, monter d'une ligne, même colonne, ainsi de suite. Donc, ne vous en faites pas. Si vous ne comprenez pas une formule dans les templates, vous prenez la formule, vous la mettez dans ChatGPT et rapidement, il va vous dire ce qui est en train de se passer. Voilà. On peut prendre notre template. Voilà. J'arrête avec celui-ci. Je ne vais pas enregistrer. Et nous prenons un autre template. Alors, prenons par exemple les templates des amortissements. Vous voulez amortir un crédit, vous voulez amortir par exemple les crédits, soit vous voulez amortir un bâtiment écossaire. OK? Alors, voici les éléments à renseigner. Les premiers éléments, supposons que vous voulez prendre un crédit de $1 200. Là, vous êtes à la CODEFI, soit vous êtes à la COPEC, la semence, vous êtes à la banque, et on vous dit, vous voulez prendre un crédit de $1 200. On vous demande quel sera le taux. Le taux est de 2%. La durée pendant laquelle vous voulez rembourser, c'est 12 mois. Et voilà, on vous dit, pour 12 mois, si vous prenez $1 200, vous allez payer par période $113. Le total des intérêts que vous allez supporter sera de $161. Et qu'est-ce qu'on va faire? Voici les calculs, je viens de vous les faire là-bas. On vous dit les premiers mois, vous allez payer $113. Les intérêts seront de 24. Les principales sera de 89. Et le montant restant sera de 1110. Et comme nous avons dit que le paiement va être de 12 mois, on nous montre déjà, on fait déjà les calculs pour nous montrer que après 12 mois, nous aurons déjà payé la totalité du crédit. Alors, un élément important ici, on vous donne aussi les graphiques d'amortissement. On vous montre la ligne verte, c'est le paiement du principal. La ligne bleue, c'est la diminution de votre montant. Donc, votre montant va de $1 200 au mois 0 et il va finir au 12e mois. Nous sommes ici entre 10 et 15, il finit au 12e mois. Et la ligne rouge nous montre les totales cumulées des intérêts. Et les intérêts ici, comme on a dit, ils seront égaux à combien? À 161. Et on est en train de vous montrer comment vous allez payer. Donc, si parmi nous ici, il y a quelqu'un qui travaille à la banque, voici un beau template qui peut chaque fois donner à qui? Aux membres, aux clients. Supposons que nous disons que le crédit sera de 24 mois. Qu'est-ce qui va changer? Voilà, nous trouvons que on nous met déjà 24 mois et nous constatons que l'intérêt devient 322. Total d'intérêt à payer, c'est 322. Mais les montants à payer chaque mois deviennent 63,45. Et les graphiques se sont adaptés automatiquement. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ces graphiques? Nous pouvons voir comment les formules ont été générées. Ça, c'est la fonction if, qui a aussi la fonction erreur. Et l'élément que je voulais rechercher dans ce template, c'est l'élément ici, les S, les $C, $9. Nous venons ici, $C,
$9. Dollar, c'est $9. C'est les 63 ici. Donc, les 63 ici, comme c'est le paiement par période, c'est les montants qu'on va chaque fois payer chaque mois comme principal. Et comme ces montants ne doivent pas changer, c'est pourquoi il a été entouré par dollars. Nous avons parlé des valeurs absolues. OK? Voilà. Donc, voilà les deuxièmes templates. Et il peut vraiment aller, peut même mettre, il va jusqu'à combien de mois? Il va jusqu'à 382 mois, ce qui est vraiment une bonne quantité de données qui peut vous aider à intégrer n'importe quel type de crédit. Voilà, s'il n'y a pas de questions pour ce template, on peut voir encore un template avant de passer à la partie graphique. Les formules, j'ai dit, il suffira de cliquer, vous cliquez dans la cellule et on va directement vous montrer les formules qui ont été utilisées. On choisit un autre template. Voilà, voici un autre template intéressant. Par exemple, vous avez des journaliers. Vous avez des journaliers qui travaillent chez vous et vous voulez calculer leur salaire sur base des heures prestées. Vous voulez calculer leur salaire sur base des heures prestées. Et le fichier ici suppose que les paiements sont hebdomadaires. Donc, chaque mois, comme ce sont des journaliers, vous calculez leur montant et vous leur faites leur salaire. Alors, ici, le premier élément, on nous dit le mardi, il est venu à 12 heures et il est quitté à 11 heures. Alors, s'il a pris une pause, supposons qu'il a pris une pause de 15 minutes. Lorsque nous mettons là-bas 15, alors nous constatons que déjà les heures diminuent là-bas. Alors, supposons qu'il est venu à 9 heures. Il veut qu'on dise 9:00. Alors, les heures de pause seront automatiquement déduites des heures qu'il a travaillées. Nous avons là-bas, dans la colonne ici, nous avons le total des heures. Nous avons les heures régulières qui sont de 8 heures par jour. Nous avons les heures supplémentaires et nous avons les heures 2 fois supplémentaires. Et là-bas, nous avons les taux horaires. Et avec les taux horaires, il va nous calculer quoi? Il va nous calculer les montants que l'individu devra recevoir comme salaire. Et par exemple, si vous avez un template pareil, où vous avez déjà entré les informations de votre entreprise, il suffira de les sélectionner. Vous allez dans Fichier, vous allez dans Imprimer, vous choisissez une imprimante et vous voyez, donc il sera possible de faire quoi? D'imprimer les relevés des payes, la fiche des payes individuelles pour chaque travailleur en utilisant un template pareil que vous pouvez aussi modifier légèrement selon les types d'entreprises dans lesquelles vous travaillez. Voilà. OK? Comme je vous le disais, nous allons prendre soin de vous envoyer
plusieurs templates. Prenez le temps de les exploiter. Peut-être que vous pouvez y trouver un template qui va bien répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise où vous êtes. Un autre élément qui a semblé intéressant, c'était, par exemple, si vous voulez faire un diagramme de Gantt, ceux qui sont dans les ONG ECOSOC comprennent mieux l'importance du diagramme de Gantt. Vous pouvez aussi le faire à partir de ces différents templates. Il suffit d'indiquer la durée, quand est-ce que le travail va commencer, quand est-ce que le travail va finir et le pourcentage qui est déjà réalisé, et il va vous faire le reste. Voilà. 5 minutes pour poser des petites questions s'il y en a, avant qu'on ne puisse passer à la question des tableaux, qui sont aussi un élément très nécessaire. Voilà, c'est ouvert le débat. Oui, alors, prof. Moi, je voulais demander, hein, donc, oui. Les fichiers, si vous les avez envoyés ou vous les tirez de quelque part? Vous dites quoi? Les templates que vous avez utilisés, les templates utilisés, vous nous les avez partagés ou vous les tirez de votre machine? Non, non. Ce que j'ouvre ici, vous les avez déjà. Ah, okay. Ce qui est là à l'écran, c'est déjà dans le groupe WhatsApp. Mais ça, c'est juste un échantillon de ce que nous avons. Nous allons aussi vous partager aussi bien d'autres. Par exemple, vous voyez ici, il y a 60 dans ce répertoire. Et nous allons aussi vous les partager pour que vous pouvez les exploiter petit à petit, peut-être que vous pouvez trouver. Donc, nous avons vraiment plusieurs catégories. Il y a des templates pour le transport, des templates pour les ventes, des templates pour le calendrier, pour l'éducation, le management, le marketing, ressources humaines, les constructions, dashboard, EcoSort. Alors, vous allez vraiment, hein, quand vous aurez le temps, nous allons vous les partager et vous pouvez choisir parmi eux, voir si vous pouvez trouver quelque chose qui pourra vous intéresser et qui peut résoudre un problème spécifique dans votre entreprise. C'est ça même l'objectif de la formation. Si vous pouvez quitter avec quelque chose qui va alléger votre travail, alors là-bas, nous dirons que la formation a été bien réussie. Oui, Sylvain? Ah oui, bonsoir encore. Merci Bonsoir. pour ces différentes notions. J'aimerais demander, est-ce qu'on peut avoir un template pour la gestion des stocks? Oui, on peut l'avoir. On peut l'avoir. Je pense bien qu'on peut l'avoir. Ça va demander que vous puissiez, parce que bon, moi aussi, les templates à question, je les ai depuis très longtemps et je n'ai vraiment jamais eu aussi l'état de les exploiter à totalité. Alors, ça va demander que vous puissiez fouiller dans les fichiers que nous allons vous remettre.
Parce que avoir déjà dans la partie ici, je suis en train de voir ici, il y a un répertoire de sales. Ceci peut faire référence aux ventes. Alors, si ça fait déjà référence aux ventes, c'est que probablement, on peut avoir quelque chose à faire avec la gestion du stock dedans. Il y a aussi les ressources humaines, les HR ici. Ça peut aussi aider les amis qui sont dans les HR. OK? Voilà. Je pense que nous pouvons continuer. Alors, nous parlons un peu des tableaux croisés dynamiques. Les tableaux croisés dynamiques qui, les plus souvent, sont présentés comme une bête sauvage en Excel. Lorsqu'on dit on va faire un tableau dynamique, certains commencent à penser que c'est quelque chose de compliqué, mais les tableaux croisés dynamiques, c'est normal. Comme tout autre travail que vous faites, l'élément important, c'est de comprendre, comment il a été créé, quels sont les principes qu'il faut utiliser lorsque vous voulez créer un tableau croisé dynamique. Alors, il y a une littérature là-bas, nous n'allons pas vraiment lire. Vous allez prendre un peu de temps de lire cela. Voici un exemple des tableaux. Nous avons les ventes par ville et par produit. Donc, nous avons d'abord des villes et ces villes aussi vendent différents produits. En d'autres termes, nous avons par exemple Goma qui va vendre du riz. Goma va vendre du sucre. Mais encore, le riz là et le sucre est encore vendu à Bukavu. Il est aussi vendu à Butembo. Maintenant, votre patron vous demande de lui faire un rapport de ses ventes, mais il veut que vous soyez capable de le faire par région et par produit. Donc, soyez capable de répondre à une question du genre, quelle est la vente du riz dans toute la République? Il faut trouver une réponse. S'il vous demande, quelles sont les ventes à Goma? Trouvez une réponse. Il peut même demander la question, donner les ventes du riz à Goma. Vous voyez, ça, c'est trois questions différentes. Il veut connaître d'abord la vente du riz au Congo en général, la vente du riz à Goma. Il veut aussi connaître les ventes de Goma pour tous les produits. Et pour répondre à de telles questions, les tableaux croisés dynamiques nous aident à répondre à des questions pareilles. Alors, nous y allons. Comment on crée un tableau croisé dynamique? Les étapes sont simples. La première étape, vous sélectionnez d'abord les données. Vous allez dans Insertion, vous choisissez tableau croisé dynamique et après, vous allez glisser les valeurs dans les lignes, dans les colonnes et dans la partie valeurs. Allons-y, nous sommes ici. Laisse-moi agrandir ça. Voici notre tableau. Nous avons dit, la première chose, vous sélectionnez les tableaux pour lesquels vous voulez faire les tableaux croisés dynamiques.
Après, vous faites quoi? Vous allez dans insertion. Okay? Dans les graphiques, vous allez prendre pivot. Pivot chat. OK? Et en français, ça va être donc tableau croisé dynamique. Et lorsque vous cliquez là-bas, il va vous demander de sélectionner la partie. Nous l'avons déjà sélectionnée. Et il va demander si nous voulons mettre sur une nouvelle feuille ou dans la même feuille. On peut prendre une nouvelle feuille et nous allons dire OK. Voilà. Il nous dit, dans votre table, il nous dit, dans votre table, j'ai trouvé, il y a 5 éléments. Parmi ces éléments, quels sont les éléments que vous voulez afficher sur votre tableau croisé dynamique? Les valeurs que nous voulons connaître, ce sont d'abord les ventes. Nous voulons d'abord connaître les informations sur les ventes et nous voulons faire cela par rapport aux villes. OK? Alors, patientez un peu, on y revient. On a pris la mauvaise commande. Revenons. Il nous a fait les graphiques au lieu de nous faire les tableaux. Revenons, nous avons dit, nous prenons notre tableau, le tableau que nous allons utiliser. Nous allons dans insertion. Insertion, patienter, ce n'est pas un chat. Voilà, c'est ici. C'est pivot table. Ce n'est pas pivot chat. Le pivot chat, c'est autre chose. Revenons ici, c'est le pivot table. La procédure est exactement la même comme celle que nous avions. Voici maintenant la présentation. Et nous avons dit les valeurs. Nous allons mettre les ventes. Et dans les lignes, nous allons mettre les villes. Mais nous pouvons nous dire, nous voulons aller un peu plus loin. Nous voulons aussi mettre les produits. Par exemple, les produits aussi. Et voilà. Et après, si nous revenons là-bas, vous allez constater que nous pouvons voir les résultats d'abord. On nous affiche d'abord les résultats par ville. Okay? Mais si nous voulons, nous pouvons aussi aller dans la ville et nous pouvons aussi visualiser quoi? Nous pouvons aussi visualiser les produits pour chaque ville. Alors, supposons que nous voulons créer maintenant un filtre. Nous voulons créer un filtre. Nous voulons par exemple dire, nous voulons filtrer par produit. Alors, dans ce cas, dans la partie filtre là, essayons de prendre produit et amenons-les là-bas, dans la partie filtre. Alors, si nous disons par exemple huile, nous disons OK. Là-bas, vous constatez qu'il ne va nous prendre que les éléments qui concernent l'huile. Supposons que nous voulons filtrer par un produit
Je pense que le riz est partout. Non, non, c'est le sucre qui est partout. Nous prenons le sucre. Il y aurait normalement un produit qui se trouve partout. Voilà, affichons d'abord tout. OK, enlevons le filtre ici d'abord. Bon, l'équation, attends, j'ai patienté. Voilà, j'ai mis trop de filtres Ecosoft jusqu'à ce que ça m'empouille. Reprenons. Voilà, nous disons, on sélectionne. Après avoir sélectionné, on va dans Insertion. Après Insertion, on prend Pivot Table. Cette fois-ci, mettons ça sur la même feuille. OK, nous disons dans les valeurs, nous allons mettre les ventes et dans les lignes, nous mettrons les produits. Voilà. Et dans nous pouvons aussi ajouter les produits dans les lignes. Et voilà. Voilà donc ce que nous obtenons. Nous avons déjà un tableau qui peut nous permettre de voir les ventes par ville et peut aussi nous permettre de voir les éléments par produit. Voilà. Est-ce que à ce niveau ça va avant qu'on ne passe à un autre élément? Je peux avoir un OK. Je sais qu'on est déjà un peu fatigué, mais tenez encore fort. Tenez fort, nous allons bientôt arriver quelque part. On a encore 2-3 éléments à couvrir. Donc, tenez encore fort. OK. Voilà. Alors, on vient de parler du tableau. Alors, un autre élément important, c'est ce que nous appelons les slicers. Le slicer va nous permettre de filtrer visiblement les tableaux croisés dynamiques. Par exemple, on va ajouter un filtre. On peut ajouter un filtre par ville, par produit ou par mois. Comment y arriver? On va d'abord cliquer sur les tableaux, l'étape, cliquez sur les tableaux croisés dynamiques, allez dans Insertion, choisissez Segment, après vous allez choisir Ville. Et cela va vous créer un bouton interactif. Vous voyez par exemple ce que nous avons ici. Vous voyez un peu les tableaux croisés dynamiques ici, que nous avons là-bas. Celui-ci, nous avons mis en ligne les mois. Par contre, celui-ci, nous avons mis en ligne les villes et les produits. Là, nous avons mis en ligne les villes et les mois. Alors, si par exemple ici, je clique sur Bukavu, vous constatez, il fait quoi? Il va seulement m'amener les informations concernant Bukavu. Si je clique sur Goma, il va seulement filtrer les informations qui concernent Goma. Si je clique sur, si j'enlève les filtres, il va encore amener toutes les informations. C'est ce que nous appelons les slicers. Donc, nous créons des boutons dynamiques que l'on peut utiliser pour filtrer les tableaux. Et ceci sera très nécessaire dans la présentation de la semaine prochaine, lorsque nous allons voir les tableaux de bord.
nous allons voir comment on peut créer des boutons avec Excel. Donc, au lieu de faire des formules, au lieu de faire des clics, il y a la possibilité de créer directement des boutons. Et un de ces exemples, c'est l'exemple du slicer que nous venons de créer là-bas. OK? Alors, à part le slicer, nous avons des résultats, il va nous faire des tableaux interactifs. Le groupement par mois, nous avons dit, ça dépend de la formule que vous avez faite lorsque vous avez créé votre tableau croisé dynamique. Vous voyez par exemple celui-ci. Nous pouvons dire, nous ne voulons pas par ville, nous voulons d'abord que le groupement se fasse par date, par période. Et vous voyez, notre tableau vient de changer. Donc, pour le moment, nous sommes plus intéressés par les périodes. Donc, nous voulons savoir, à janvier, on a vendu combien? À février, on a vendu combien? Là, nous avons fait un regroupement par période. Et qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Donc, l'ordre que nous avons ici, c'est lui qui est en train de déterminer comment les éléments vont s'afficher dans les tableaux croisés dynamiques. Si nous commençons par les produits, voilà la présentation que nous avons. Nous avons d'abord l'huile, Javier, Bukavu, parce que nous avons produit, date et ville. Si nous disons non, nous voulons commencer par la ville. Nous prenons la ville et nous faisons monter la ville là-bas. On va commencer, on va avoir Bukavu, huile, Javier. Goma, riz, Javier. Sucre, février. Et par exemple, si nous mettons d'abord la date, et voilà, c'est qui va se présenter. Donc, vous pouvez jouer avec l'ordre des éléments selon la question qui vous a été posée et selon l'objectif que vous voulez réaliser. Un autre élément important, supposons que à part la somme des ventes, nous voulons aussi compter les quantités qui ont été vendues. Donc, on vient là-bas. Et ici, on ne va pas faire la somme des quantités. On va faire au contraire les comptages. Et on va venir là-bas dans Value Field Settings. Et là-bas, on va dire, nous allons compter. Voilà. Et vous voyez, le tableau vient d'être modifié. Donc, on a vendu combien? À Goma, on a vendu 2 articles. À Bukavu, on a vendu 1 article. Donc, vous pouvez toujours ajouter quoi? Vous pouvez toujours ajouter des valeurs jusqu'à ce que vous atteigniez la présentation optimale selon les besoins qui vous a été donné. Voilà. Et voilà, ici on a donné quelques exemples, les regroupements par âge. On peut regrouper par l'âge, selon que c'est l'âge. On peut regrouper par période, ainsi de suite. Voilà. Un autre élément important qu'on ne doit pas oublier, ce sont les tableaux, les graphiques croisés. Nous changeons d'onglet.
nous sommes ici, nous allons parler des graphiques croisés. Alors, comprenons d'abord les tableaux ici. Nous sommes dans une entreprise commerciale où on nous a donné les ventes. Et pour chaque vente, on nous a donné les charges relatives à ces ventes. Par exemple, à janvier, nous avons vendu 12 000, mais les charges ont été de 500. À février, on a vendu 15 000, les charges ont été de 700, ainsi de suite. Alors, on nous demande de faire un tableau qui va à la fois présenter les ventes et les charges. Mais attention, vous allez constater que nous avons deux échelles différentes. Nous avons d'abord les ventes qui sont à dollars, c'est vrai, mais les valeurs sont de 12 000, 15 000, 17 000, ainsi de suite. Tandis que les charges sont de petites valeurs. Cela fait que on ne peut pas mettre les deux éléments sur la même échelle. Pourquoi? Parce que l'interprétation n'aura pas de sens. C'est pourquoi nous avons deux échelles. Nous avons l'échelle à droite. L'échelle à votre droite concerne les ventes et l'échelle à gauche concerne les charges. Et pour créer ces graphiques, nous allons créer les tableaux croisés. Alors, comment on va créer les tableaux croisés? Nous allons, les étapes, on va sélectionner les éléments et nous allons aller dans graphique croisé dynamique. Et nous allons choisir les types de graphiques que nous voulons utiliser. J'ai choisi mes données. Je vais dans insertion. OK? Alors, vous pouvez directement venir dans tableau recommandé et vous allez venir dans tous les tableaux, all charts, et vous allez choisir combo. En français, je ne sais pas si c'est quoi, ou si c'est tableau, ou si c'est graphique croisé, mais en anglais, c'est combo. Vous pouvez un peu voir son icône, ça va vous aider de les trouver facilement en français. Nous cliquons sur combo, et voilà, il nous donne les deux valeurs, et nous ajoutons que nous voulons ajouter une ligne, un axe secondaire pour les charges. Et nous cliquons sur OK. Et voilà, notre graphique est là, il est prêt. Nous venons d'avoir un graphique qui a une échelle à gauche et une échelle à droite. L'échelle à droite, c'est pour les charges et l'échelle à gauche, c'est pour les ventes. Voilà, ça c'est un graphique très important et très significatif. Il faudrait vraiment que vous sachiez comment on les crée. Voilà. Un autre élément, ce sont les sparklines. Regardez un peu les tableaux ici que nous avons devant nous. Les tableaux ici que nous avons devant nous, c'est un tableau qui est en train de reprendre les ventes de janvier, de février, de mars et d'avril pour chaque produit. Posons ici que c'est chou. Là-bas, c'est carotte. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire? Dans les tendances, dans la colonne des tendances,
nous voulons montrer comment les ventes ont évolué. Par exemple, laissez-moi mettre ici 15, 12. Vous voyez? Donc, lorsque je suis en train de changer les valeurs, lorsque je change les valeurs, nous avons aussi notre graphique qui est aussi en train de changer. Alors, comment nous faisons cela? Pour y arriver, vous choisissez d'abord, on peut créer peut-être une nouvelle cellule, on va appeler avocat. 5, 8, 3, 2. Alors, dans la cellule ici, avocat, nous voulons insérer un graphique qui va montrer comment la production des avocats a évolué au mois de janvier, de février, de mars et d'avril. On va dans insertion et on clique là-bas sur, il y a Spark Lines ici. Nous allons cliquer là-bas sur les lignes. Dans la partie range, nous venons, nous choisissons les données qui seront utilisées. Nous confirmons, nous disons OK. Et voilà, nous avons notre courbe qui vient de se créer. Et si les valeurs changent, automatiquement, notre petite courbe sera en train de changer au fur et à mesure que nous serons en train de modifier les valeurs. Alors, le graphique croisé dynamique, nous venons d'en parler. Et on nous a proposé, donc, on peut avoir des exemples concrets qu'on peut utiliser. Voilà. Est-ce qu'il y a une question jusque-là? Quelqu'un a une préoccupation jusque-là? Je sais, ça a été beaucoup de formules d'ici, beaucoup de formules là-bas, beaucoup de fonctions. Ça doit avoir embrouillé un peu. Voilà. Yves, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour cette introduction sur les tableaux dynamiques croisés. Vraiment, j'ai toujours voulu vraiment bien maîtriser ça. Alors, je sais pas, et je me disais, est-ce qu'il y a aussi moyen de croiser deux tableaux ou trois tableaux? Supposons que les données se trouvent dans deux tableaux différents. Maintenant, comment est-ce qu'il y a aussi le moyen de faire ça en fonction des tableaux différents? Parce que moi, je pensais, principalement, on a un tableau, par exemple, de vente. Bon, OK. Peut-être qu'il maintenant, il y a aussi un produit, par exemple, il y a maintenant aussi un tableau, par exemple, de consommation, par exemple, de ces produits-là dans un stock. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen de lier les deux tableaux, par exemple, pour voir la tendance maintenant entre les quantités vendues et les quantités qui étaient à stock? Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce qu'il y a moyen de faire deux tableaux, en fait, de croiser les tableaux? Je ne sais pas si c'est possible. Ah, de croiser plusieurs tableaux. La réponse, c'est oui, mais ça va demander qu'il y ait un élément commun dans les deux tableaux. Comme vous venez de le dire, l'élément commun dans les deux tableaux, c'est par exemple les produits. Donc, nous avons par exemple le premier tableau qui parle de la production de certains produits. Le deuxième tableau va parler de la vente ou encore de la consommation pour ces produits-là. Alors, le fait que nous avons déjà un lien, c'est le même produit, alors il va déjà créer les liens entre le premier tableau, il va aussi créer les liens entre le deuxième tableau. Attends un peu, essayons d'être un peu concret. Voilà. Supposons qu'on prenne ceci, je vais créer une nouvelle feuille. Voici les premiers tableaux. Et le premier tableau ici parle de la consommation. Alors, je prends un autre tableau et je vais aussi mettre là-bas. C'est maintenant
Ici, à la place de vente, nous mettons maintenant production. Nous avons donc déjà deux tableaux différents. Alors, la question est de dire, est-ce qu'il y a moyen, n'est-ce pas, de sélectionner les deux comme ceci. Voilà, voyons. Avoir, il a déjà directement combiné les deux, parce que s'il est entré, ok, un instant, est-ce que nous pouvons changer, par exemple ici, au lieu de ville, nous pouvons mettre client, mais Albert, Étienne, Eric. Voilà. Peut-être on peut même enlever la colonne ici, on n'en a plus besoin. Comme ça, ceci, nous mettons là-bas. Voilà, c'est déjà deux tableaux différents. Le premier, ça c'est le tableau de consommation. Voilà. Nous disons insertion et nous prenons pivot table. Voilà. On choisit les deux là. Existing. Date, ville, produit, quantité, vente. Non, il n'est pas en train de considérer le deuxième. En tout cas, il ne les considère pas. Un dernier essai. Qu'adviendrait-il si nous les mettons là-bas côte à côte? Non, non, ce n'est pas possible. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec nous. Il n'est pas d'accord. Ok. Donc, ça peut demander un pré-traitement. Donc, vous les arrangez d'abord dans un tableau commun. Et c'est maintenant après que vous allez les questionner sur base de ces éléments-là que vous aurez déjà pré-traités. Donc, vous aurez déjà fait tel produit, on a acheté autant, tel produit, tel a acheté autant, tel produit, tel a acheté autant. C'est maintenant à partir de ça que vous pouvez maintenant créer un élément, un tableau croisé dynamique qui va bien sûr contenir tous ces éléments. Mais un pré-traitement sera nécessaire. OK. Est-ce qu'il y a une autre préoccupation? OK. Alors, comme je le disais, je vais télécharger les templates et je vais les envoyer dans les groupes. Alors, chacun selon son domaine, hein, essayez de voir s'il y a des templates qui peuvent vous aider. Alors, la
la partie qui va concerner les dashboards, donc comprenez que la partie sur les Power BI sera une continuité de ce que nous venons d'étudier. Mais l'objectif, je voulais que à partir de ce template, que nous aussi nous produisions des templates maintenant que nous pouvons utiliser dans la vie courante. Il y a un d'entre nous qui a présenté le vœu de si on peut avoir un template pour les affaires commerciales. Nous allons y travailler cette semaine. Si possible, trouvons un template qui est orienté commercial. Et peut-être les autres aussi, lorsque vous allez exploiter ce template, si vous trouvez un template intéressant que vous allez partager avec les autres, par exemple, que vous avez adapté, comme la plupart de ces templates sont en anglais, vous pouvez adapter un template, vous l'arrangez, vous y ajoutez des formules. Nous serons contents lorsque vous allez les partager avec nous. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je ne sais pas si le docteur Rodrigue est encore avec nous dans la salle. Des questions? Voilà, je pense que le docteur n'est plus présent. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions, nous allons arrêter par là. La session va rester ouverte pendant un moment si quelqu'un a encore une question. Et moi, je profite pour les quelques minutes qui restent. Je vous télécharge les templates dans les groupes pour que vous les récupériez à partir du groupe. Les enregistrements, vous les aurez demain. Demain matin, ils seront déjà prêts. On va les ajouter aussi dans les groupes. Toute la semaine, elle reste vraiment ouverte. Si vous avez un problème, vous avez une difficulté avec Kobo Toolbox, soit Excel, lorsque vous serez en train de pratiquer, si vous avez un problème, ne manquez pas de glisser votre question dans les groupes. Si ceux qui seront disponibles à cette heure-là vont vous répondre à votre préoccupation. OK? Merci beaucoup. Nous allons boucler la séance, mais elle reste ouverte. Mais si vous avez quelque part où aller ou si vous n'avez pas encore pris votre repas, vous pouvez quitter la réunion et aller d'abord manger. Je vais arrêter l'enregistrement, donc le reste qu'on va faire ne sera plus enregistré. OK, merci beaucoup.